OK, bonjour à tous. Et on va commencer pour ce 5e cours qui va traiter du redox ionique. Et je vais vous montrer qu'il s'agit d'un va-et-vient entre le fondamental et l'appliqué. Et ce cours sera suivi d'un séminaire sur lequel on va voir la sociologie des atomes et également l'aspect chimie du solide. Alors je dois dire que ce cours et ce séminaire aujourd'hui, ça va être assez dur au niveau du chimie du solide. On va avoir des notions assez intéressantes, mais dans lesquelles il y a des bases quand même assez importantes que vous êtes supposé savoir puisque vous avez suivi les cours précédents. Et d'où on va voir si vous avez bien suivi. D'où, qu'est-ce qu'on va couvrir aujourd'hui? Eh bien, on va couvrir d'abord quel est l'état actuel de la compréhension du redox ionique et l'apport de la synergie chimie-théorie comme source d'inspiration. Ensuite, on verra l'élargissement de la famille des composés anioniques en jouant sur la composition, sur la dimensionnalité, sur les structures ordonnées et désordonnées. Et enfin, on verra quels sont les verrous technologiques associés au redox ionique et les approches qu'on peut y développer de façon, je dirais, à surmonter ces difficultés. On verra ainsi le problème de la chute au potentiel, le problème du départ d'oxygène, comment la substitution par le fluor peut apporter des points positifs, et surtout la faible efficacité énergétique, et peut-être où on commencera à aborder l'origine de l'hystérèse ou de l'hystérésis dans ces matériaux. Alors la dernière fois, on s'était arrêté, j'avais fait finalement une panoplie de techniques qui nous avaient aidés à comprendre ce qu'était l'ionic redox. On avait vu comment l'électrochimie, comment les neutrons, comment les rayons X, comment la RPE et toutes les spectroscopies, que ce soit XAC, ZANES et ainsi de suite, RIX, nous ont aidés à finalement arriver ou à démontrer quelle était l'origine du mécanisme, ou plutôt la compensation de charge dans ces matériaux lors d'une insertion ou d'un retrait de lithium. Et on avait vu qu'effectivement, on avait dans ce cas, eh bien, comme vous pouvez voir ici, du redox cationique, et on a mis à l'évidence, effectivement, ce redox anionique associé à l'oxygène, et on a montré que ce phénomène était réversible. Mais également, par ces mesures d'électrochimie différentielle assistée par masse spectrométrie, on a également montré qu'il y avait à haut potentiel un dégagement d'oxygène. D'où le mécanisme, à partir de ça, avait été élaboré, ou on avait commencé à l'élaborer, et le mécanisme, eh bien, il repose sur les propriétés électrochimiques de ces matériaux, propriétés électrochimiques qui sont liées aux propriétés électroniques et qui, par elles-mêmes, sont liées à la structure et à la composition de ces matériaux. D'où les composés qu'on a étudiés, bien, sont les deux sortes, les fameux oxydes lamellaires, lithium, MO2, et les phases lithium-2, MO3, comme indiqué ici, ce qu'on appelle les fameuses lithium-rich. Et la question est, comment peut-on expliquer ce mécanisme redox? Eh bien, dans ce cas, si je prends le cas des composés classiques qu'on utilise dans les batteries aujourd'hui, lithium-CO2 ou les NMC, eh bien, on a une situation, je dirais, classique si on regarde l'oxygène. Vous voyez que l'oxygène, dans ce cas, eh bien, il est tout simplement relié à 3 iridiums. Ça veut dire que ces 3 doublés participent tout simplement à la liaison. Dans ce cas-là, eh bien, la structure de bande est relativement simple. On est dans un environnement octaédrique et dans lequel la structure de bande résulte un recouvrement des orbitales D du métal avec les orbitales P de l'oxygène pour donner ces diagrammes avec les orbitales moléculaires liantes et antiliantes. Et étant séparés par ce fameux terme delta que j'appellerai le transfert de charge, qui n'est rien d'autre que la différence, ou qui est proportionnelle à la différence d'électronégativité entre le métal et l'oxygène. Maintenant, si on va à ces fameux composés qui montrent le redox ionique, bien, quelle est la différence majeure? Cette différence majeure, elle est relativement simple. Si on regarde la structure, on a cette structure en nid d'abeille, dans laquelle vous avez ici l'atome en jaune, qui est l'atome de lithium. Et vous voyez qu'en ce cas, bien, cet atome de lithium, comme c'est une région fortement ionique, eh bien, l'oxygène, maintenant, n'a plus que deux doublés imbriqués dans la liaison, et le doublé rouge est ce que j'appelle une orbitale non liante. Eh bien, cette orbitale non liante, elle va tout simplement se placer ici, au niveau de la dernière orbitale moléculaire occupée, comme indiqué ici. Alors maintenant, si je veux positionner réellement ces orbitales les unes par les autres, bien, je suis obligé de faire intervenir un terme que je vous avais mentionné au départ, dans le premier cours, l'interaction coulombienne répulsive d'ED au sein de la même orbitale. Et cette interaction
va m'ouvrir un gap, qui est le gap de Mott-Hubbard, avec le terme U qui va représenter la différence d'énergie. Et maintenant, comprendre le redox ionique, c'est tout simplement essayer de voir comment va varier U et vont varier delta. Et selon cette compétition entre U et delta, on va montrer ce qu'est réellement le redox ionique. Mais vous voyez ici, ce qui est le point clé, c'est que ce redox ionique dépend des orbitales 2p non liantes. Alors on va avoir maintenant différentes situations si on compare delta et U. Si on compare delta et U, il va y avoir le cas classique, U très inférieur à delta, le transfert de charge. Et bien dans ce cas, le niveau de Fermi va se trouver juste au-dessus de l'Auer-Hubbard band. Et dans ce cas, on va avoir un cas classique, c'est un cas directement dans le régime de Mott-Hubbard, où dans ce cas, on a une redox cationique où l'électron va être enlevé des orbitales antiliantes, comme clairement indiqué ici. Maintenant, un deuxième cas est le cas où il va y avoir tout simplement, où delta va être aux alentours de U sur 2. Ce qui veut dire qu'en ce cas, regardez bien ici, j'ai cette bande qui va se trouver, et la bande non P, la bande non liante, vont se trouver au même niveau, c'est-à-dire au niveau d'énergie, au niveau de Fermi. Et dans ce cas, on a deux bandes de symétrie différentes, D et P, qui ne peuvent coexister au niveau de Fermi. Il doit y avoir une levée de dégénérescence qui va se faire tout simplement par une transition, et c'est cette fameuse transition qui va conduire à ce qu'on appelle ces fameux dimères, ou ces paires oxygènes qui sont relativement écourtées. Et c'est ce qu'on voit ou qu'on parlera en termes de couplage réducteur et ainsi de suite. Et enfin, il va y avoir une troisième situation dans laquelle maintenant le transfert de charge est très inférieur à grand U, comme vous pouvez le voir ici, où vous voyez que maintenant je vais prendre mes électrons, ici je prends mes deux électrons de ces deux bandes, maintenant je prends mon électron que seulement d'une bande de l'oxygène. Et cette bande de l'oxygène, je ne vais pas pouvoir la dépeupler indéfiniment. Ce qui fait qu'on va avoir, selon le taux de retrait de lithium, on va avoir une recombinaison de l'oxygène et on va dégager tout simplement du O2. D'où la question, c'est finalement comment pouvons-nous anticiper, lorsqu'on a ces connaissances, sur les matériaux que l'on doit dessiner pour s'assurer finalement d'avoir une bonne réversibilité dans le cas du redox ionique. Et bien sûr, vous l'avez compris, nous voulons être en cette situation au milieu. Alors, comment on va faire ça? Eh bien là, c'est la théorie qui va nous guider, où on peut, dans ce cas, regarder les différents éléments, les couches 3D, les couches 4D et les couches 5D, et on va, dans ce cas, supposer la réaction suivante, très simple, dans laquelle on va créer des lacunes d'oxygène sur ces fameux composés. Et on va faire, avec des mesures de dFT plus U, faire des calculs de l'enthalpie positive, c'est-à-dire l'enthalpie de formation de ces lacunes dans ce matériau. Et lorsqu'on fait ces calculs, si l'entropie est positive, l'enthalpie, est positive, dans ce cas, la formation de lacunes va être difficile, et ainsi de suite. Si on fait ces calculs, on s'aperçoit que dans le cas des composés classiques, quel que soit l'élément D, 3D, 4D ou 5D, dans ce cas, on est dans un cas d'enthalpie positive, ça veut dire que dans ce cas, on ne pourra pas créer des lacunes. Par contre, maintenant, si j'enlève un lithium, parce que je suis dans les phases lithium 2 et MnO3, si j'enlève un lithium, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Regardez ici, lorsque je fais mes calculs, j'ai toujours un cas bien favorable dans le cas des éléments 4D et 5D. Par contre, maintenant, dès que j'ai, comme vous pouvez voir ici, des éléments 3D, je vois la difficulté arriver, c'est-à-dire que je vais avoir un dégagement d'oxygène à la fin de ma déintercalation. Et cette situation devient, je dirais, encore plus drastique si maintenant je sors tout le lithium de ces composés. Tout cela montre l'importance de la covalence par rapport à l'ionicité du réseau pour contrôler ce départ d'oxygène, et nous montre également que toutes les phases avec des cations de type 3D auront une faiblesse à relarguer de l'oxygène en fin de retrait de lithium. Ça, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les applications, puisqu'on veut des éléments 3D. Par contre, comme on l'avait vu auparavant, les matériaux 5D sont, je dirais, relativement faciles et idéaux pour faire cette déintercalation du lithium et avoir cette situation. D'où, voilà, si vous voulez, ce qu'on peut voir et comment on va exploiter par la suite c'est le résultat de ces calculs pour dessiner de nouveaux matériaux. Alors voilà où on en était, si je peux dire, de cela jusqu'à un an, sur la compréhension de l'ionic redox. Et depuis un an, il y a eu, si je peux dire, un genre de rebondissement sur l'ionic redox, du moins une information plus importante pour ceux qui s'intéressent au domaine
vous avez peut-être entendu parler de l'O2 moléculaire, et je vais essayer de vous expliquer de quoi il s'agit et sur quelle base, relativement faible, je dirais, ce modèle est basé. Alors tout cela est basé sur les fameuses spectroscopies dont j'avais mentionné la dernière fois, notamment le RIX, qui est tout simplement une mesure inélastique dans laquelle vous avez un matériau, vous mettez un photon in, vous avez un photon qui sort, et vous regardez l'énergie inélastique qui a été perdue. D'où, on regarde maintenant cette courbe électrochimique dont vous êtes familier, dans laquelle j'ai, dans un premier temps, l'oxydation des cations, l'oxydation des anions, et ensuite, je vais, en décharge, remettre le lithium. D'où on commence avec ces spectres dans lesquels on va tout simplement tracer l'énergie d'extraction, et cette fois en fonction de la perte d'énergie, pour le matériau au départ, d'où il n'y a rien de spécial. Et ici, vous avez directement le XAS qui a été pris en mode fluorescence. Maintenant, si j'oxyde mon matériau, ça veut dire que je vais créer des trous sur les cations. Ces trous sur les cations, mais vous voyez ici, je vais avoir directement un déplacement de XAS. Et là, eh bien, on peut avoir directement une anomalie au niveau du spectre d'émission. Et tout, je dirais, le BIF va se passer maintenant lorsque je vais être en fin d'oxydation, où là, eh bien, qu'est-ce que vous voyez? Regardez, il y a sur le XAS, on voit directement une anomalie, et cette anomalie correspond à cette anomalie au niveau de l'émission que je vous avais mentionnée auparavant dans beaucoup d'exposés, et qui est chaque fois assimilée à une valence un peu spéciale d'oxygène. Par contre, tout cet oxygène moléculaire est basé, vous voyez, ici cette anomalie, je ne sais pas si vous pouvez le voir, il y a directement une certaine anomalie, c'est-à-dire on a directement une genre de vibration. Je vais vous l'élargir. Voilà directement, on est à côté de la partie élastique. Cette partie élastique eh bien, va représenter des vibrations moléculaires, et ces vibrations moléculaires, on peut les voir, et apparemment, elles ont tout simplement la même fréquence que de l'oxygène moléculaire. D'où toute cette théorie provient de cette petite anomalie dans ces spectres RIX dont on ne maîtrise pas encore totalement aujourd'hui. Voilà, si vous voulez, comment le domaine évolue et comment, je dirais, il y a eu un saga permanent pendant les 3 ou 4 dernières années sur ces fameuses spectroscopies dont on ne sait pas exactement l'état des espèces que l'on regarde. Cela mis à part, supposons que cet oxygène moléculaire est vrai, qu'est-ce qui se passe et quel serait le mécanisme? Le mécanisme est très voisin de celui que je vous ai montré. Vous avez de l'oxydation, vous avez directement, dans ce cas, largage d'oxygène. Vous avez, dans ce cas, eh bien, formation de O2 qui est maintenant piégée dans des lacunes ou des clusters à l'intérieur des matériaux. Et en effet, voilà l'explication qu'il y a dans le papier, c'est-à-dire que lorsqu'on va retirer le lithium, il va créer un espace vide, il va former des clusters de 3 ou 4, je dirais, anomalies, et dans ce cas, cet oxygène moléculaire que vous voyez ici, eh bien, il va aller se fixer au cation, au métal 3D, à l'élément de transition, c'est-à-dire qu'on va avoir, par exemple, dans ce cas, nickel OO, dimère. Et bien sûr, lorsque le lithium va revenir, il va retrouver ça. Et ce qu'on peut regarder, une fois que la première courbe est finie, comme on avait vu auparavant, on a une courbe ANS qui va directement se répertorier au fur et à mesure. Et ça montre ce qu'on savait, ce qu'on peut montrer, c'est automatiquement, ça ne montre pas cet oxygène moléculaire, mais on peut le voir, qui est relativement symétrique. Alors tout ça, réellement, est-ce que c'est vraiment de l'oxygène moléculaire? Et ça peut nous rappeler quoi? Bien, ça nous rappelle tout simplement, je dirais, une part importante du corps humain qui est notre sang. Notre sang, il est rouge. Pourquoi? Parce qu'il y a un cation qui est le fer. Mais notre sang, il transporte l'oxygène. Et comment il transporte l'oxygène? Ce n'est rien d'autre que dans le cas où vous avez l'hémoglobine, et vous avez l'oxygène qui va directement se fixer au fer de l'hémoglobine pour faire ce transfert de charge. Et ce transfert de charge, eh bien là aussi, vous pouvez le regarder comme vous voulez, c'est un transfert de charge métal-ligande dans lequel il y a bien sûr cette espèce OO. Et la question, quelle est vraiment cette espèce? Quel est le degré de transfert et l'oxydation, si je peux dire, au nombre d'électrons sur cette espèce oxygène? Donc, si vous voulez, pour résumer tout cela, eh bien effectivement, aujourd'hui, on parle de cet oxygène moléculaire. Est-ce qu'il existe? Pour le moment, il n'y a pas. C'est les seules expériences qui ont été montrées. Une manip qui a quand même comporté cela, c'est une manip de RMN avec l'oxygène 17 qui montre qu'effectivement, il semblerait qu'il y ait de l'oxygène. D'où voilà finalement pour vous raconter toute cette histoire. Mais enfin, le message qu'il faut se rappeler de tout ça, c'est celui que je vous ai mentionné au départ, c'est que finalement, cette activité redox ionique
va dépendre tout simplement du nombre d'oxygène non liants dans le réseau. Et la question maintenant, ayant compris cela d'un point de vue théorique, eh bien, c'est est-ce que pouvons-nous, ou est-ce qu'on peut, dessiner de nouveaux matériaux dans lesquels on va augmenter cette quantité d'oxygène non liant. Et ça, c'est les travaux d'un ancien étudiant, Arnaud Pérez, qui avait directement étudié ces matériaux, notamment lithium-2-MO3, et la question était de savoir comment on pouvait mettre ou fabriquer des composés avec plus d'oxygène non liant. Et pour ce faire, eh bien, il suffit tout simplement de changer la stoichiométrie en lithium et de préparer des phases, théoriquement, lithium-3-MO4. C'est ce qui a été fait, et effectivement, par des méthodes de synthèse à des températures de 950 degrés C, cette phase, comme vous pouvez voir ici, a pu être obtenue, et c'est une phase, comme vous voyez très bien, lamellaire, avec les plans de lithium qui sont en vert ici, et le désordre dans les plans MO2. D'où cette phase, effectivement, il y a une quantité relativement importante de doublés non liants. Quelles sont ses propriétés électrochimiques, ou quelles sont ses propriétés électrochimiques? Eh bien, effectivement, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que dans ce cas, lorsqu'on commence en charge, courbe en rouge, eh bien, on peut effectivement retirer du lithium, mais si on va trop loin, eh bien, comme la théorie nous l'avait dit, on va tout simplement retirer ou recombiner ces espèces peroxo pour relarguer de l'oxygène. D'où l'astuce, c'est de limiter cette charge pour étudier le composé dans le domaine indiqué ici, entre 1 et 4,5. Et bien sûr, cet oxygène, on peut le voir par des mesures de pression avec des cellules comme indiqué ici. Vous voyez qu'en ce cas, on a un composé qui peut varier de lithium 3 IRO4 à lithium 4,7 IRO4, c'est-à-dire qu'on est en train de regarder 3,5 électrons par métal 3D, ce qui nous conduit à des capacités relativement importantes. Mais là aussi, le message, c'est qu'effectivement, on peut créer des matériaux avec des nombres d'oxygène non liants plus importants, mais on va tout simplement rentrer dans la difficulté, c'est que lors de l'oxydation complète, eh bien, on va relarguer l'oxygène, et finalement, d'un point de vue pratique, ce n'est pas des plus intéressants. D'où une question supplémentaire, c'est que finalement, jusqu'à maintenant, je vous ai mentionné que des composés 2D. Et la question qui se pose, est-ce que le redox ionique peut exister avec des composés 3D? Bien, ça, c'est les travaux d'un autre étudiant qui ont montré tout simplement que, effectivement, c'était possible, ou dans ce cas, on va prendre des phases dont on a déjà mentionné, qui est une phase de type lithium-2 IRO3, dont la structure, comme vous pouvez voir ici, c'est une structure qu'on peut préparer à température de 950 degrés C et on obtient cette phase lamellaire. Et là, simplement en changeant les conditions, eh bien, on peut, à des températures supérieures, obtenir un autre polymorphe, qu'on appelle un polymorphe bêta, dans lequel, dans ce cas, eh bien, je ne vais plus avoir un empilement de couches de lithium-IR, mais je vais avoir tout simplement un empilement de couches lithium-2-IR pour conduire à cette structure trois-dimensionnelle qui est la phase bêta. Et là aussi, eh bien, si on regarde l'électrochimie, on a une fois de plus un comportement relativement intéressant, puisque maintenant j'ai une structure trois-dimensionnelle, d'où je vais avoir, comme vous pouvez voir ici, des courbes qui ne vont pas directement évoluer comme auparavant, c'est-à-dire qu'en cyclage, je vais pouvoir une certaine, je dirais, performance qui sera beaucoup meilleure. Et là aussi, on a une fois de plus le redox ionique, comme on le voit par ces mesures d'XPS avec ce fameux pic dont je vous ai parlé à 531 ou 530,6 électronvolts. Et on peut par neutron, là aussi, montrer effectivement que lorsqu'on a cette formation de cette espèce oxygénée, il va y avoir une distorsion de structure que l'on peut le voir par des mesures de neutrons. Donc voilà, si vous voulez, ce que l'on peut faire avec ça. Et là, eh bien, automatiquement, ça, je dirais, ça expose ou ça ouvre un autre champ d'exploration de nouveaux composés. Et ce champ d'exploration, on l'a bien sûr exploité au maximum. Et je mets ici, si vous voulez, ce que j'appellerais l'autoroute des composés au redox ionique, dans lequel on peut jouer, comme vous l'avez mentionné, soit sur le contenu lithium ou sur le rapport lithium sur M, ou alors sur la dimensionnalité de la structure, c'est-à-dire des structures 1D et 2D. Et à l'intérieur, on a des matériaux qui sont relativement intéressants. Je vous parlerai des phases désordonnées sous peu, avec, au fur et à mesure qu'on va à des rapports lithium sur M relativement importants, on a des phases dans lesquelles maintenant, vous voyez, ce n'est même plus des phases, on a des clusters, et dans ce cas, bien sûr, on a des problèmes de dissolution, et c'est très difficile d'utiliser ces matériaux dans des électrolytes de batterie. Et bien sûr, lorsqu'on va
des rapports lithium sur M très importants. Eh bien, ce que je vous ai mentionné, lorsque vous retirez le lithium, vous avez un départ d'oxygène et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, toute une chimie qui a été, je dirais, qui a émané de cette activité ionique redox. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que grâce à cette chimie, on a pu l'étendre, non pas seulement à celle du lithium, mais à celle du proton, puisqu'on peut faire des réactions relativement simples d'échange entre le lithium et le proton à des températures relativement basses entre ces différents matériaux. Et grâce à cela, eh bien, on peut, je dirais, préparer toute une ribambelle de nouveaux matériaux dans lesquels on n'a pas maintenant du lithium, mais on a des protons, et on peut obtenir toutes ces phases protonées qui présentent des interactions ou des propriétés très intéressantes, non pas seulement dans le cas des batteries, mais pour des matériaux pour l'autocatalyse ou l'électrocatalyse, et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, à peu près en niveau matériaux, ce que l'on a fait. Alors si on regarde cela, il y a quand même une question qu'on doit se poser, si on fait vraiment l'analyse de ce qui se passe à l'intérieur de ces matériaux et les différents concepts qu'on a. En effet, les concepts que l'on a, eh bien, sont indiqués ici. Le premier concept, c'est le concept du redox cationique que l'on connaît depuis 25 ans, et dans lequel, si on vous disait dans ce cas, si j'ai un cation dans le feuillet de Van der Waals, eh bien, dans ce cas, c'est mauvais, et mon matériau d'électrode n'aura pas de puissance, et ainsi de suite. Et je vous avais montré ça dans le cas des composés lithium et NiO2. Rappelez-vous, vous avez dit qu'il faut à tout prix préparer des composés stoichiométriques pour pas que du nickel aille dans les feuillets de Van der Waals. L'autre jour, le dernier cours, je vous ai montré que maintenant, lorsque je regarde ce fameux anionic redox, et lorsque je vais à haut potentiel, eh bien voilà directement l'image en spectroscopie qu'on avait tout simplement récupérée. Et vous voyez qu'en ce cas, je dirais c'est presque une soupe d'atomes dans laquelle tout se mélange. Il y a les plans MX2, et vous voyez qu'entre ces plans, eh bien, il y a une migration relativement considérable d'atomes. Donc la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ces composés fonctionnent-ils? Et la question qu'on peut se poser, c'est finalement, est-ce qu'on ne serait pas en train de surregarder toute une famille de composés qui pourraient être relativement intéressantes pour tout ce qui est l'ionic redox? Et effectivement, c'est un domaine, une direction, qui a été étudiée la première fois par un japonais, qui est Yabuchi, qui a tout simplement essayé de voir ces matériaux et essayé tout simplement de faire un passage, je dirais, continu de structures 2D à des structures 3D en jouant sur le rapport lithium-métal comme indiqué ici. Vous avez ici la structure parfaite de 2D lithium-CO2. Vous voyez la structure ici des composés riches en lithium dans laquelle vous commencez à percevoir dans ce cas il y a un mélange au niveau du feuillet et ensuite ça devient le désordre un peu complet. Eh bien, il a travaillé sur ces composés et effectivement il a pu montrer que ces composés avaient une activité ionique redox, avaient des capacités une fois de plus relativement larges, mais cependant, si vous regardez ici les performances, vous apercevez qu'il y a quand même un écart relativement conséquent entre la courbe de décharge et la courbe de charge, c'est-à-dire qu'il y a une hystérèse, et cette hystérèse, je reviendrai dessus, c'est un handicap au niveau efficacité énergétique. Et bien sûr, il a généralisé cette étude à de nombreux composés, avec chaque fois, notez bien, qu'il y a toujours dans ces composés soit un métal D0, comme le titane, ou un métal directement D10, comme dans ce cas l'étain. Et pourquoi? Parce que ces métaux, ils n'ont aucun électron ou ils ne sont plus d'électrons, ils sont tout simplement insensibles au champ cristallin et par conséquent, ils peuvent, je dirais, s'acclimater très bien à l'élasticité du réseau. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, effectivement, il y a une possibilité d'insertion ou de déinsertion du lithium, mais notez quand même l'irréversibilité qui est relativement importante et surtout la polarisation. Ensuite, si on regarde les performances à cyclage, il n'y a rien directement de terrible. D'où ces composés désordonnés, eh bien, ils présentent des fortes capacités, mais des tenues en cyclage, je dirais, médiocres et également une efficacité énergétique. Alors, est-ce que c'est la fin ou est-ce qu'il faut directement comprendre ce qui se passe à l'intérieur, je dirais, de ces matériaux? Alors, d'autres études ont eu lieu sur des composés un peu différents. Je mentionnerai ici cette phase, qui est la phase lithium 4, Mn2O5, qui est là aussi
une structure 3D désordonnée, rock salt, dans lequel on a un comportement électrochimique qui, là aussi, eh bien, montre une certaine activité au niveau du redox ionique, mais notez cependant que dans ce cas, eh bien, la capacité elle est en train de s'étaler entre 1 et 4,5 volts, ce qui est beaucoup trop large pour des applications. D'où finalement la question, c'est est-ce qu'on peut comprendre ces matériaux, quelle est l'origine de la diffusion dans ces matériaux, et ainsi de suite. Bien, là aussi, on va voir, vous allez voir une belle étude, je dirais, couplée expérience et théorie, qui va finalement montrer pourquoi il y a de la conduction dans ces matériaux, alors que théoriquement, dans nos bioconcepts, eh bien, on ne devrait pas en avoir, et ensuite, des méthodes pour préparer des matériaux avec de plus hautes capacités. Et ces travaux, eh bien, c'est les travaux, je dirais, que je vais résumer, qui sont les travaux de Gerd Seder, qui est à la fois un théoricien et un expérimentaliste. Alors, ce qu'a fait Gerd Seder, c'est qu'il a pris un composé du type lithium 1,2, molybdène, chrome, oxygène, composé qui est un composé lamellaire classique. Et, vous voyez ici le premier cycle, rien de spécial, et il a fait cycler. Et il a regardé par X-ray et par microscopie ce qui se passait. Lorsque vous regardez par X-ray, bien, vous avez l'arrêt ou le pic 0,03 de votre phase classique lamellaire lithium CO2, et après 10 cycles, bien, ce pic disparaît et on s'oriente vers une structure rock salt. Alors cela, vous le voyez ici, mais vous pouvez le visualiser encore mieux ici. Regardez ici le matériau pristine. Vous avez ces colonnes d'atomes, je dirais, blanches et noires, qui correspondent tout simplement à l'ordre lithium, molybdène, chrome, MX2, et en noir, les feuillets de lithium. Et regardez, après 10 cycles, mais c'est exactement ce que je vous ai mentionné auparavant, vous avez une soupe d'atomes à l'intérieur. D'où la question, c'est finalement comment expliquer cela et comment on peut avoir diffusion ici. Bien, cela a été expliqué par Seder en revenant d'abord sur l'aspect fondamental, c'est-à-dire une diffusion bien, va dépendre de l'environnement des cations et on va tout simplement voir ce qui se passe. C'est-à-dire que dans ces structures désordonnées, vous avez tout simplement un réseau d'octaèdres et le lithium eh bien, il va sauter d'un octaèdre à un autre octaèdre en passant par un tétraèdre. D'où par conséquent, on va regarder cet état excité qui est l'état tétraédrique. Et cet état excité est indiqué ici. Et vous voyez qu'en ce cas, bien, je vais avoir une situation dans laquelle mon lithium va pouvoir sauter avec 4 lithiums autour. Et c'est ce que j'appellerais les tunnels 0,1 ou 0 transition méthode parce qu'il n'y a aucun méthode de transition. Ensuite, bien, la situation du composé LiCO2, vous voyez que maintenant, je vais avoir 3 lithiums, mais bien sûr, je suis dans ma structure ordonnée, j'ai mon feuillet au-dessus, je vais avoir un métal de transition. D'où, à partir de cela, eh bien, on va pouvoir calculer l'énergie de ces différentes barrières associées à ces différents sauts. Et vous voyez que dans ce cas, eh bien, c'est le tunnel 0TM qui va être directement le plus stable, le plus facile à franchir, donc qui sera le meilleur pour la conduction, et par une énergie de 200 milliélectronvolts. D'où, grâce à cette observation, eh bien, ils ont pu faire des calculs de simulation Monte-Carlo sur ces différents systèmes et montrer qu'il va y avoir une percolation eh bien, de tous ces tunnels 0TM si j'ai un excès de lithium, c'est-à-dire un excès de lithium qui est supérieur à 1,09. Donc voilà directement comment on peut expliquer cette diffusion du lithium dans ces structures rock-salt désordonnées par le fait, c'est que la quantité de lithium en excès, un 0,9 ou un 1 ou un 2 comme vous le rapportez, eh bien, va être bénéfique pour cette percolation entre les tunnels 0TM. Alors ensuite, la question que l'on peut se poser, eh bien, est-ce que cette répartition est statique ou est-ce que j'ai de l'ordre à courte distance? Eh bien, là aussi, une manip très intéressante de Seder, une fois de plus, c'est qu'il a pris 2 composés d'une chimie, je dirais, relativement identique. La composition est indiquée ici, dans laquelle il a utilisé le zirconium ou titane. Vous voyez que c'est exactement la même. Bon, zirconium et titane, c'est directement les mêmes éléments, même colonnes, d'où automatiquement on a des propriétés chimiques relativement intéressantes. Il regarde les propriétés électrochimiques, et vous voyez que dans ce cas, dans le cas du zirconium, eh bien, vous avez une polarisation relativement importante, d'où une limitation cinétique. Et regardez ici, par exemple, je prends les phases avec le titane, eh bien, vous voyez qu'entre température ambiante et 55 degrés, je n'ai une modification que de 27%,
Maintenant, si je prends pour le zirconium, eh bien, j'ai 53%. Et si je mesure la diffusion, eh bien, finalement, dans ce cas, je m'aperçois que j'ai bien sûr une diffusion qui va être plus avantageuse dans le cas du titane que dans le cas du zirconium. D'où la question, c'est pourquoi? D'où retour à l'expérience, et on fait directement dans ce cas, dans la microscopie électronique, et je vous présente ici des clichés de microscopie électronique. Vous avez ici le titane, vous avez ici directement le zirconium. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez les tâches classiques de ce roxol désordonné. Vous apercevez ici ces sortes d'anomalies qui sont un peu, je dirais, floues, qui, tout simplement, indiquent que vous avez directement de la diffusion dans ces matériaux, c'est-à-dire que vous avez des structures ou des ordres cationiques à longue distance, ou à courte distance, excusez-moi. Et dans ce cas, eh bien, on peut maintenant faire une analyse par neutrons de ces matériaux et analyser les diffractogrammes de neutrons par cette fonction de distribution de paires pour finalement faire ressortir de cette diffusion les aspects d'ordre locaux qu'il y a à l'intérieur de ces structures. Et en faisant cela, eh bien ensuite, par des simulations avec des modèles statistiques ou des simulations de Monte-Carlo dans lesquelles on va considérer ces différentes sortes de cations ou d'entités, eh bien on peut montrer que dans ce cas, eh bien, il va y avoir effectivement une percolation des tunnels OTM dans la structure avec le titane, et vous voyez qu'en ce cas, cette percolation, eh bien, elle n'est pas terrible. Et vous le voyez encore mieux ici, où ils peuvent en déduire la connectivité de ces différentes entités, non seulement la population, mais également la connectivité. Et dans ce cas, eh bien, ils expliquent comment et pourquoi il se passe en ce cas une diffusion qui est moindre dans le cas des phases au zirconium que dans le cas des phases au titane. Alors, ayant fait cette démonstration, eh bien, ils ont ensuite généralisé leur programme pour prédire quels seraient ou quels sont les différents éléments que l'on doit combiner ensemble pour s'assurer d'avoir des structures désordonnées dans lesquelles on aurait une bonne diffusion. Et il apparaît que vous avez dans ce cas le couplage. Eh bien, c'est un couplage, vous pouvez voir, il y a toujours des zéros, un nobium, vous avez toujours un titane, ils sont toujours là, avec du 2+. Alors, bien sûr, lorsqu'on regarde ça, on pourrait se dire, ouais, c'est génial, mais on peut finalement le comprendre très bien par l'intuition chimique, parce que tout simplement, il vous faut un état d'oxydation relativement élevé. Cet état d'oxydation relativement élevé, eh bien, avec ses balances élevées, elle va avoir très repulsif, d'où par conséquent, il n'y aura aucun problème pour mélanger le lithium. Mais en même temps, eh bien, si je prends un tungstène plus 6 et si je prends un nickel plus 2, je vais avoir une taille, une rayon ionique qui va être très différente, d'où, dans ce cas, ce rayon ionique va être différent, il va vouloir avoir la ségrégation. Donc c'est la raison pour laquelle je vais maintenant marier ce M6 avec des M2 relativement spécifiques, car un M2, eh bien, dans ce cas, il va avoir une répartition de charge locale et il ne va pas avoir besoin directement de se mélanger avec les plus 5, les plus 4 et les plus 6. D'où, grâce à cela, eh bien, il a pu simplement dessiner un composé qui, une fois de plus, est intéressant d'un point de vue fondamental, si on regarde les capacités, mais d'un point de vue application, n'a pas beaucoup d'intérêt, vu tout simplement l'hystérèse qu'il y a entre la charge et la décharge. D'où, vous avez vu la progression, on est passé de structures désordonnées avec une répartition statistique. Ensuite, on a montré qu'il y avait une importance de l'ordre cationique local pour savoir le composé qui va avoir directement le plus de diffusion ou non. Et ce que l'on peut faire, c'est finalement avoir des structures désordonnées sans aucun ordre local cationique. Et là aussi, je trouve que c'est encore une approche très intéressante, une fois de plus, de Gerseder, qui vient du domaine de la métallurgie et qui va faire un raisonnement relativement intéressant, qui ne nous est pas tellement familier en chimie du solide, mais il va directement parler des matériaux à haute entropie. Et ces matériaux à haute entropie, c'est des matériaux relativement intéressants, qui sont bien connus dans le domaine de la métallurgie, ou qui consistent finalement à mélanger plusieurs éléments et utiliser, dans ce cas, eh bien, l'entropie de configuration pour augmenter la solubilité de ces éléments. Et c'est ainsi que finalement, que l'on peut, en mélangeant tous ces matériaux, ici, vous voyez, 5 ou 6 matériaux, on peut obtenir des phases uniques et pures, et strictement rock-sol désordonnées. Cela n'est pas spécifique directement
aux métaux ou à la métallurgie, puisque en 2015, eh bien, ça a été appliqué au cas des oxydes. Et vous voyez ici, vous prenez un fifrolène de MgO, CO, nickel, et vous mettez tout ça dans un pot, vous chauffez, eh bien, c'est cette entropie de configuration qui va vous permettre d'obtenir une phase pure à des températures qui sont relativement modérées. Et bien sûr, cette entropie de configuration, elle est réversible. Donc, par conséquent, vous voyez ici, j'ai tout simplement un composé multiphasé. Je deviens single phasé, ou monophasique, excusez-moi ici. Et si j'abaisse la température, je reviens dans mon système. D'où l'astuce, c'est tout simplement de tremper le système et de stabiliser cette phase à haute température. Eh bien, ces fameux composés dont je vous ai mentionné, ces fameuses structures rock-sol désordonnées, eh bien, elles sont idéales pour ce genre d'application, puisqu'on peut y mettre des éléments divalents, trivalents, voire pentavalents, et c'est là où CELER a appliqué également cette méthode au rock-sol désordonné. Alors cette méthode, il a appliqué. Alors maintenant, vous allez pouvoir contester, vous allez dire, c'est plus de la chimie du solide puisqu'on mélange tout, mais force est de remarquer que ça marche. C'est-à-dire qu'en ce cas, il a préparé des composés de type TM2. Alors TM2, ça veut dire qu'en ce cas, il va y avoir une substitution, alors là je ne me rappelle plus, je ne vois plus tellement, titane ou fluor. TM4, il part d'un composé, il va mettre 4 substituants, et TM6. Okay, il fait sa manip, et vous voyez, il a une structure rock-sol désordonnée, et là, vous pouvez regarder le fitting et tout ça, c'est relativement parfait. Il fait de l'IDAX pour voir finalement la répartition, et effectivement, il a une répartition intéressante. Alors la question, si vous voulez, maintenant que je dois répondre, c'est qu'il s'amuse à faire ça TM2, ça veut dire qu'il va y avoir 4 éléments, TM4, il va y en avoir 6, TM6, il y en a 8. Donc pourquoi en mettre tant? Pour en mettre tant, si on fait maintenant la microscopie électronique, parce que n'oubliez pas, c'est ce que je regarde, je veux savoir directement quel va être cet ordre local des cations. Eh bien, si je fais la microscopie électronique, qu'est-ce que je vois? Eh bien, au fur et à mesure que je vais augmenter les éléments, je vais bénéficier de cette entropie de configuration pour faire tout simplement une meilleure solubilité des différents éléments et obtenir des phases pures. Et effectivement, vous voyez que ce que je vous ai mentionné auparavant, vous savez, ces zones floues dans le fond derrière qui était la diffusion, vous apercevez que cette diffusion, elle disparaît totalement dans ces composés à 8 éléments. Alors la question qu'on va vous demander, c'est bon, est-ce qu'il a ses propriétés électrochimiques? Eh bien oui, les propriétés électrochimiques sont directement, je dirais, là. Vous voyez le cas du composé TN2, okay, TM4, d'où on arrive même TM6, où dans ce cas, bien, on retrouve, si vous voulez, les capacités de 300 mAh par gramme dans ces différents composés. Avec une fois de plus les tenues en cyclage qui ne sont pas terribles, mais le but ici, ce n'est pas finalement de vous vendre les matériaux, mais c'est plutôt de vous vendre directement l'approche scientifique fondamentale qu'il y a derrière toutes ces manips et qui peuvent ouvrir des directions. Alors tous ces systèmes, bien sûr, pour la petite histoire, maintenant vous avez compris, on fait du RIX, et bien sûr, il y a un ionic redox, puisque la ionic redox, si vous voyez ce petit truc-là, et ça y est ionic redox maintenant, d'où ça y est, et bien sûr, le jeu, ça a été, bien, est-ce qu'on peut aller plus loin? D'où là, avec tous ces calculs, je dirais, ab initio et ainsi de suite, il a tout simplement essayé de voir quels sont les différents éléments qu'il pouvait mélanger pour calculer l'énergie ou l'entropie de configuration et la température de synthèse de ces matériaux. Et effectivement, il a pu, comme on peut voir ici, préparer un composé qui contient 12 éléments. Vous voyez, presque bon, c'est seulement 10% du tableau périodique, hein. Il a encore du boulot. Mais enfin, comme vous pouvez le voir, eh bien, il obtient une structure, je dirais, rock-sol désordonnée, comme indiqué ici. Alors, malheureusement, pour l'histoire, c'est que là, le matériau, il n'a pas de propriété électrochimique. Okay, mais enfin, je trouve que c'est quand même la beauté de ces manips qui montrent qu'on peut faire pas mal de choses avec ces genres de matériaux. Et je pense que ces genres de manips, ça agrandit l'espace de conception des phases rock-sol pour le futur, et ainsi de suite. Et au jour d'aujourd'hui, ça devient à la mode. Beaucoup de gens essaient de préparer les phases sodium, les fameuses phases P2, où il y a 4 ou 5 éléments, en mettant tout dans un creuset et en espérant la magie qu'on ait une phase pure à la fin. D'où voilà, si vous voulez, on en est un peu sur les matériaux. Alors là, je vous ai un peu saoulé sur l'aspect fondamental, sur l'aspect approche, et ainsi de suite. Maintenant, vous allez essayer de voir, est-ce que tout ça est utile? Alors, tout ça est utile. Alors, bien sûr, il y a eu un engouement énorme lorsque cet ionic redox est arrivé pour
la bonne et simple raison, eh bien, c'est qu'on pouvait tout simplement doubler la densité d'énergie. Donc, c'est la raison pour laquelle eh bien, il y a eu beaucoup de groupes dans le monde qui se sont jetés sur cette thématique et essayer de comprendre ces matériaux. Mais maintenant, si on parle d'un point de vue application, eh bien, je dirais la densité d'énergie, c'est seulement qu'une seule figure de mérite. Et ces matériaux, malheureusement, ils viennent avec beaucoup de désavantages. Ces désavantages, je vous ai mentionné, tout d'abord, je reviendrai par la suite encore, c'est tout simplement, regardez les courbes de charge et décharge, eh bien, elles ne se superimposent pas. Vous voyez qu'en ce cas, il y a tout simplement une augmentation d'abord de la distance, la polarisation, ça veut dire que l'efficacité énergétique elle ne va pas être là. Ensuite, eh bien, vous voyez que ce potentiel, il ne va pas rester constant, c'est-à-dire que si vous achetez une batterie, vous avez un potentiel après 10 cycles, après 5 cycles, vous n'allez pas avoir le même potentiel. Donc, pour une application, ce n'est pas top. Vous avez le dégagement d'oxygène, et enfin, vous avez également, maintenant, un composé dans lequel vous avez à la fois du redox cationique et du redox anionique. Malheureusement, ils n'ont pas la même cinétique. C'est-à-dire que le redox cationique, eh bien, il va être relativement très rapide, alors que le redox anionique va être directement beaucoup plus lent. Donc, tout cela, eh bien, ça va entraîner une difficulté. Et la question, bien sûr, maintenant, que je vais traiter, c'est s'agit-il de problèmes insurmontables et comment la chimie peut directement répondre à tout cela. Alors, tout d'abord, pour répondre, toujours pareil, à des problèmes technologiques, eh bien, il faut souvent revenir au fondamental et en comprendre la raison. Alors, effectivement, la raison, pourquoi on a, dans ce cas, cette chute potentielle ou cette migration. Et bien, pour ce faire, on est revenu à la chimie, et ça, c'est des travaux qui datent de plus de 5 ou 6 ans, dans lesquels, dans ce cas, eh bien, on a essayé de préparer une fois de plus des phases modèles. Et ces phases modèles, eh bien, c'est des matériaux identiques dans lesquels, vous voyez, je vous ai mentionné jusqu'à maintenant, où on avait dans ce cas de l'étain, et maintenant on va y mettre du titane. Lorsqu'on fait ces réactions avec le titane, eh bien, on obtient des courbes électrochimiques analogues à celles qu'on avait dans le cas de l'étain. Mais une chance pour nous a été que, si maintenant je regarde la tenue en cyclage, vous voyez qu'en ce cas, regardez ce qui se passe. Au fur et à mesure que je cycle, mais les courbes de décharge sont modifiées en potentiel et j'ai une chute relativement importante. D'où la question, c'était, je dirais, idéal, puisqu'on avait finalement les deux extrêmes, un matériau qui se comportait correctement, je dirais, en termes de chute au potentiel, qui n'était pas dramatique, et un dramatique. D'où la question, c'était de savoir maintenant qu'est-ce qui se passe. Et pour savoir ce qui se passe, eh bien, dans ce cas, on a fait tout simplement des études de microscopie. Et ces études de microscopie, comme vous pouvez le voir ici, eh bien, elles ont été faites pour ce matériau qui, je dirais, est presque parfait, où on a tout simplement cyclé une centaine de fois, c'est-à-dire qu'en ce compte-là, vous faites charge et décharge une centaine de fois. Et ce que vous voyez ici, bon, très bien, vous commencez à être familier avec ces images. Vous regardez des plans MX2, dans lesquels ces taches blanches sont les atomes lourds, c'est-à-dire ruthénium ou étain, et entre, vous voyez le lithium qui, lui, a un Z très faible, vous ne le voyez pas. Et après 100 cycles, vous voyez que dans ce cas, bon, a priori, tout reste impact. Maintenant, si je vais à la phase au titane, puis regardez ce qui se passe. Après 100 cycles, j'aperçois directement un certain contraste maintenant dans les feuillets. Ça veut dire qu'en ce cas, j'ai des atomes qui se sont déplacés dans les feuillets et où j'aperçois ces taches blanches. C'est-à-dire que les atomes de titane sont passés en site tétraédrique. Et ces sites tétraédriques, vous les connaissez, puisque je vous ai déjà mentionné. En effet, vous êtes obligé de passer directement par un site tétraédrique lorsque vous allez d'un feuillet MX2 directement au feuillet de Van der Waals. Ça veut dire qu'en ce cas, eh bien, lorsqu'on va faire des substitutions, il va falloir, je dirais, orienter le choix des éléments qu'on va directement utiliser. Et en effet, pour avoir des chutes au potentiel relativement faibles, eh bien, il va falloir tout simplement mettre des éléments qui ont des tailles relativement importantes. Et c'est grâce à cela qu'aujourd'hui, on arrive à dessiner des matériaux qui montrent des chutes au potentiel relativement faibles. Et un des derniers matériaux qui vient d'être directement synthétisé et qui est très prometteur est celui indiqué ici. Alors, vous voyez du ruthénium, vous ne faites pas trop de soucis, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 0,05%. D'où voilà, si vous voulez, comment on peut faire ça. Tout ça, c'est une approche qui avait été tout simplement utilisée dans notre groupe. Une approche très intéressante qui a été également poursuivie, et je trouve que l'idée derrière celle-ci aussi est très belle. C'est une approche qui a été poursuivie par Kisukan. Alors Kisukan, eh bien, a considéré les phases O3 et les phases O2. Je pense que maintenant, vous devez être tous familiers avec les phases O3 et les phases O2, puisque je les ai traitées 2 ou 3 fois.
ces phases qui sont des phases lamellaires, avec cependant des répartitions de feuillets différentes. Et ce qui est important, c'est de voir finalement quelle va être la coordinance du lithium dans ces phases. Si je prends la phase de lithium O3, bien vous voyez qu'en ce cas, le lithium O6 partage des arêtes avec directement les octaèdres TMO6. Dans la phase O2, eh bien, il ne va pas partager des arêtes, il va partager des faces. Ce qui veut dire qu'en ce cas, la diffusion du lithium, eh bien, ou la fusion de l'élément de transition qui veut migrer à l'acide du lithium va être beaucoup plus directement facile dans ce cas que dans celui-là. D'où l'idée de Kisukan a été plutôt que de synthétiser des phases O3, je vais synthétiser des phases O2. Et effectivement, il a fait cette synthèse comme indiqué ici, ou comme je vous l'avais mentionné auparavant. Il est parti d'une phase qui existe dans le cas des composés au sodium, qui est la phase Na 5/6, lithium 0,2, nickel 0,2, manganèse 0,6. Un échange avec du bromion de lithium dans de l'hexanol à 120 degrés pendant 24 heures, et il a pu obtenir cette phase directement P2. Ensuite, cette phase P2, comme vous pouvez le voir ici, eh bien, elle a un comportement électrochimique, je dirais, classique, avec premier cycle et deuxième cycle. Et une fois de plus ici, regardez, on aperçoit l'anneau à l'état chargé, d'où on décrète qu'il y a de l'aluminique redox. Ce qu'il y a de bien au niveau des résultats, c'est qu'effectivement, cette fois, vous voyez que lorsque je travaille à cette phase O2, eh bien, si vous regardez la chute du potentiel en cyclage, vous apercevez qu'en ce cas, il est très limité. D'où cela, effectivement, apparaît comme une possibilité intéressante pour limiter cette chute au potentiel. La difficulté, regardez tout le cinéma de synthèse qu'il faut faire. Il faut partir avec une phase de sodium, il faut faire une réaction d'échange, et ainsi de suite. Donc, d'un point de vue appliqué, malgré que d'un point de vue fondamental cela fonctionne, eh bien, ça n'a pas tellement d'intérêt. Alors, d'autres études ont également porté sur d'autres façons de modifier cette migration, et une autre approche qui est assez intéressante, consiste tout simplement à faire des particules cœur-couronne, où dans ce cas, eh bien, on va tout simplement prendre notre phase riche en lithium et l'entourer par des phases LiFePO4. Et dans ce cas, ce que prétendent les auteurs, c'est que les ions phosphate, PO4-3-, vont aller se piéger aux éléments de transition qui, dans ce cas, peuvent être nickel, manganèse, et ainsi de suite, et dans ce cas, eh bien, vont également freiner cette chute au potentiel. Et voilà de nouveau les résultats indiqués. Alors, avant et après, bon, la seule remarque que je fais, c'est qu'ils ont dû être très forts quand même pour trouver des matériaux si mauvais au niveau chute au potentiel. Parce que même vous n'êtes pas bon, vous n'arrivez pas à faire ça. Mais enfin, il y a une amélioration. Et ça, je dirais, c'est quand même une méthode qui avait été utilisée, si je peux dire plus ou moins, il y a de cela 10 ans, par la compagnie Renault-Nissan, lorsque les électrodes, leur batterie, étaient basées sur le spinel lithium-NO4 et qui étaient entourés de NMC en surface pour, dans ce cas, eh bien, limiter la dissolution du manganèse en jouant sur une variation de potentiel à l'interface. D'où voilà, si vous voulez, ce que je voulais montrer, ce qui se fait aujourd'hui au niveau de la réduction de ces chutes de potentiel, avec, je dirais, les approches les plus intéressantes quand même, et celle qui a cours à la substitution. Alors maintenant, eh bien, on a réglé plus ou moins un problème, partiellement, et on va s'intéresser au problème de l'oxygène à haut potentiel. Alors ce problème d'oxygène à haut potentiel, eh bien, là aussi, il a été abordé de façon intense, avec des méthodes dont je vous ai mentionné, vous connaissez. La méthode, je dirais, d'enrobage, c'est la méthode azimut, où là, dès qu'il y a un truc, on va faire des milliers de manips, avec les matériaux à peu près toujours les mêmes, et ainsi de suite, pour essayer de combattre cette perte d'oxygène à haut potentiel. Je dirais, parmi tout cela, une manip que j'ai trouvée intéressante est une manip dans laquelle, où on avait vu ce genre de particules il y a déjà 2 ou 3 leçons, où on va avoir une particule cœur-coquille ou cœur-couronne, et dans ce cas, eh bien, certains peuvent mettre de l'oxyde de ruthénium, et cet oxyde de ruthénium a l'avantage de jouer le rôle de tampon vis-à-vis de l'oxygène. Et de ce fait, il peut, si je peux dire, créer ce gradient de concentration qui est nécessaire pour combattre ce départ d'oxygène à haut potentiel. Tout ça, c'est une méthode qui a été utilisée mais qui n'a pas été poursuivie. Une autre méthode qui est intéressante, du moins le concept,
et je vous donne le concept parce que je vous montre quand même comment en science on raisonne, est une méthode qui a été développée par Shelley Menck, qui elle s'est dit, écoutez, à haut potentiel, mon problème, c'est que j'ai des lacunes d'oxygène. D'où la question, pourquoi pas tout simplement, je vais directement synthétiser mon matériau dès le départ avec ces lacunes d'oxygène. D'où par conséquent, je ne vais pas les créer à haut potentiel. C'est ce qu'elle a fait. Et dans ce cas, elle a réagi directement à ces phases, lithium rich, avec dans ce cas du bicarbonate d'ammonium, comme indiqué ici, ou de l'hydrocarbonate d'ammonium, comme indiqué ici, selon les conditions à 200 degrés à 10 heures. Et elle a pu, dans ce cas, créer des lacunes à la surface de ces matériaux. Et ayant ces lacunes, eh bien, elle a regardé ensuite quel était le comportement au niveau électrochimique. Et le comportement au niveau électrochimique eh bien, est indiqué ici. Vous voyez qu'en ce cas, il y a une amélioration en ce qui concerne la tenue en cyclage. Par contre, au niveau de la chute au potentiel, eh bien, dans ce cas, ce n'est pas du tout positif. Ce qui fait que dans ce cas, on peut dire qu'effectivement, cette méthode peut, à la rigueur, jouer sur la tenue en capacité, mais n'affecte en rien la chute au potentiel de ces matériaux. Les méthodes pour combattre cet oxygène, qui se sont avérées les plus utiles, et dont je vais vous parler maintenant, c'est des méthodes dans lesquelles on a introduit directement une substitution partielle du fluor sur l'oxygène. Ici, vous avez tout simplement ce qui s'est fait au niveau des composés lamellaires, dans lequel, dans ce cas, eh bien, on va tout simplement introduire du fluor sous la forme de fluorure de lithium. Et c'est des matériaux qui sont préparés à haute température, 700 degrés, après des broyages mécaniques pour obtenir ces phases fluorées, comme indiqué ici. Alors, la teneur en fluor de ces matériaux n'est jamais indiquée bien précisément, car il n'est pas évident, je dirais, de déterminer ces teneurs en fluor par des mesures classiques. Seule la RMN peut vous apporter, je dirais, des informations importantes. Mais on peut obtenir, dans ce cas de ces rock-sols désordonnés, de nouveau de meilleures performances si on veut. Mais définitivement, quel est le but et finalement quel est le rôle du fluor dans ces composés? Il peut se comprendre. D'abord, il va automatiquement augmenter l'ionicité du matériau, d'où par conséquent, il va modifier le potentiel légèrement, l'augmenter. Mais surtout, que si vous mettez un fluor, vous allez dans ce cas eh bien, augmenter l'activité du cation. C'est-à-dire que le nickel va participer beaucoup plus au redox anionique, et si le cation y participe plus, ça veut dire que l'anion y participera moins. D'où automatiquement vous irez moins haut en potentiel et vous relarguerez moins d'oxygène. Donc c'est par ce fait, si vous voulez, que ces matériaux sont intéressants. Et en effet, maintenant, on peut faire des mesures d'électrochimie, je dirais, différentielles, assistées par spectroscopie de masse, spectrométrie de masse, excusez-moi, dans lesquelles on va pouvoir mesurer en fonction de la charge de l'accumulateur, quelle va être la quantité de CO2 en rouge et la quantité, CO2 en bleu et oxygène en rouge qui va se dégager. Vous voyez, dans le matériau qui est non fluoré, on a des quantités importantes. Et regardez maintenant le pic dans le cas, je dirais, où le matériau est fluoré. Et dans ce cas, eh bien, vous voyez qu'on a, je dirais, un facteur 4 de réduction dans le dégagement d'oxygène, avec de plus, que je vous ai mentionné, regardez, ce dégagement arrive à un potentiel plus haut dans le cas du composé au fluor. D'où définitivement le fluor diminue la quantité de O2 rejetée. Voilà une manip qui a été faite. Une manip qui a été faite ensuite au laboratoire ici est un peu différente. C'est, je dirais, un mélange des deux finalement, dans lequel on s'est dit cette fois, puisque j'ai une non-stoichiométrie en oxygène à haut potentiel, pourquoi je ne prépare pas directement mes phases d'élithier que je sais non stoichiométrie en oxygène, et ensuite pourquoi je ne vais pas y mettre à température ambiante avec des agents comme difluorure de xénon qui va pouvoir engendrer des réactions à relativement basse température et refluorer mes matériaux. Donc ce qu'on fait en ce cas, c'est qu'on fait une oxydation électrochimique pour créer ces lacunes qu'on vient ensuite directement remplir avec du fluor. Et dans ce cas, eh bien, qu'est-ce qu'on a pu obtenir? Eh bien, effectivement, on a pu obtenir une amélioration au niveau des capacités, comme indiqué ici. On a pu obtenir, là aussi, une amélioration au niveau du potentiel. Et enfin, l'efficacité énergétique ou la densité énergétique a pu être améliorée.
D'où, là aussi, voilà des approches qui sont, je dirais, élégantes au laboratoire, mais de nouveau, d'un point de vue pratique, eh bien, faire ces traitements avec le difluorure de xénon. Et pour ceux qui veulent faire la manip, je vous conseillerais directement que si vous posez des creusets de nickel, eh bien, traitez-les d'abord avec le fluor, sinon vous ne verrez jamais rien. C'est le fluor, c'est le nickel qui va prendre votre fluor. D'où il faut directement les saturer. Donc voilà ce qui se fait au niveau de la substitution. Et je dirais le dernier travail qui a eu lieu dans ce domaine, c'est un travail de Peter Booth, qui, lui, a tout simplement fait un nouveau composé, comme vous pouvez le voir ici, dans lequel il va réagir le fluorure de lithium avec Li2O, Mn2O3, pour donner cette phase lithium-2, MnO2F. Une fois de plus, structure au sol désordonnée, dans lequel on a le comportement classique avec redox cationique et anionique, avec redox cationique avec le manganèse du plus 3 à plus 4, et également formation de dimère. Et ensuite, eh bien, si on regarde effectivement, dans ce cas, ce fluor, vous pouvez voir ici, c'est le départ d'oxygène qui est indiqué ici en noir, eh bien, relativement minime, alors que celui de CO2, bon, lui c'est important, mais tout simplement c'est une réaction avec l'électrolyte. Et les tenues en capacité eh bien, sont indiquées ici. Vous voyez qu'en ce cas, on a une réduction du départ d'oxygène, mais on a encore des capacités qui, je dirais, décroît rapidement. D'où voilà, si vous voulez, à peu près, comment aujourd'hui sont traités ces problèmes de départ d'oxygène. Et parmi toutes les solutions que j'ai mentionnées, je dirais qu'il n'y en a pas encore une qui réellement s'applique d'un point de vue pratique dans l'industrie. D'où, je vous ai mentionné le problème de la chute au potentiel, le problème du départ d'oxygène, et le dernier problème sur lequel je vais terminer, eh bien, c'est le problème d'efficacité énergétique, qui est un problème sérieux. En effet, l'efficacité énergétique est indiquée ici. Aujourd'hui, eh bien, les batteries qu'on utilise, c'est 98% d'efficacité énergétique. Pour la bonne et simple raison, c'est que le potentiel entre la charge et la décharge est, je dirais, relativement constant. Bon, écoutez, j'ai fait cette courbe qui n'irait pas dans les dimensions, mais théoriquement, les deux potentiels se superimposent. Si maintenant, je vais tout simplement dans le cas des composés que j'ai mentionnés, lithium-2, ruthénium éteint O3, eh bien, vous voyez qu'en ce cas, déjà, je baisse à 91%. Et finalement, ces fameuses lithium riches NMC, ce que l'on veut appliquer dans les prochaines générations de batteries, eh bien, ils ne sont aujourd'hui qu'à 86%. D'où la question, si vous voulez, c'est comment améliorer ces matériaux. Et de plus, ce que j'ai mentionné, c'est que d'un point de vue cinétique, eh bien, là aussi, ils ne sont pas directement performants. D'où la problématique qu'on a, eh bien, c'est l'efficacité énergétique de ces matériaux est relativement faible. Ça demande une perte d'énergie dissipée en chaleur, que si on veut les utiliser dans les accumulateurs, il va falloir directement avoir ou traiter les problèmes de refroidissement de ces batteries. Ensuite, au niveau cinétique limité, bien là aussi, ça veut dire que les recharges rapides, bien, on ne pourra pas avoir des recharges rapides, car les cinétiques sont trop lentes et ainsi de suite. Et ces problèmes, eh bien, comme je vous l'ai mentionné, ils sont sur ces matériaux classiques lithium rich NMC. Si on passe maintenant sur les matériaux eh bien, désordonnés, eh bien, regardez ici, c'est encore pire. Regardez ces hystérèses. Okay, et si on peut essayer de sortir une règle générale, une ligne directrice, excusez-moi pour le futur, c'est que finalement, cette hystérèse, eh bien, elle augmente d'autant plus que l'ionicité de la structure augmente. C'est-à-dire le message, il va falloir directement synthétiser des phases avec haute covalence et tout ça. D'où par conséquent, eh bien, la question, c'est comment résoudre ce problème. Et dans ce cas, eh bien, une fois de plus, ça va être de revenir au fondamental et de comprendre quelle est l'origine de cette hystérèse. Et ça, eh bien, c'est des travaux qui se font actuellement au laboratoire, dans lesquels on va voir quelle est la problématique et ce que l'on cherche. Eh bien, là aussi, il faut revenir au fondamental et comprendre que lorsqu'on a une courbe de potentiel capacité ou composition, eh bien, on a le cas classique, qui est la plupart du temps du redox cationique, où vous êtes finalement sur, je dirais, l'aspect thermodynamique, c'est-à-dire que la charge et la décharge eh bien, vont opérer de façon relativement identique. Et malheureusement, je vous ai mentionné que dans ces matériaux désordonnés, ou ces matériaux lithium riches, ainsi de suite, eh bien, dans ce cas, on a tout simplement une charge et une décharge qui est différente, d'où les chemins réactionnels en charge et en décharge sont différents, d'où finalement la compétition thermocinétique en ces matériaux. Et finalement, si on regarde ici ce qui se passe dans nos matériaux, eh bien, on part d'un état cinétiquement stable
j'appellerais un état métastable, pour aller à un état thermodynamiquement stable. Et dans ce cas, il y a plusieurs barrières à franchir. La barrière, tout simplement, de chute atomique. Il va y avoir la barrière de diffusion du lithium, dont je mentionnais, et surtout cette barrière qui va nous intéresser, qui peut être, dans ce cas, eh bien, due à des transitions de phase, due à du désordre, due à des migrations cationiques, due à des transferts de charge. Et c'est un peu ça qu'on va regarder par la suite. Alors, qu'est-ce qui était cru, ou qu'est-ce qu'on croyait, finalement, jusqu'à maintenant? Eh bien, que tous ces problèmes d'hystérèse dans ces matériaux étaient liés, tout simplement, à la migration cationique. Et, bien sûr, certains chercheurs ont tenté de montrer que le problématique, finalement, qu'on avait pour cette hystérèse dans ces lithiums riches était due à cette migration cationique, tout simplement sur la base de ces expériences, dans lesquelles vous avez ici une courbe de cyclage, dans laquelle on ouvre progressivement la fenêtre potentielle, et on s'aperçoit que lorsqu'on ouvre cette fenêtre potentielle, eh bien, on a tout simplement des irréversibilités, et tout cela avait été expliqué en termes de migration cationique. La question, c'est finalement, est-ce que cette vision qui est contestée, est-ce qu'on peut faire mieux? Eh bien oui, on va montrer qu'on peut faire mieux, et on va faire mieux tout simplement en se reposant quelle est vraiment la question du redox ionique. Et c'est le dernier transparent que je vais utiliser aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a vu que le redox ionique aujourd'hui, eh bien, il était contrôlé par ce couplage réducteur dont j'ai mentionné, rappelez-vous, dans lequel, dans ce cas, eh bien, j'ai les orbitales D et les orbitales P au niveau des Fermi avec distorsion. Ensuite, il y a tous les systèmes désordonnés, dans lesquels j'ai une hystérèse qui est relativement importante. Et il y a, ça c'est les travaux récents de notre théoricien à Santa Barbara, qui est Anton van der Pen, qui, dans ce cas, bien, montre même qu'on peut avoir des charges de transfert de charge entre Mn6 et Mn plus 7. D'où tous ces modèles, eh bien, ils prennent en compte tout simplement le transfert de charge métal-ligand. Et cela, c'est pris en compte, mais ça n'a jamais été démontré. Et finalement, notre but est de trouver un matériau modèle qui puisse nous permettre d'isoler cette étape intermédiaire et de comprendre réellement ce qu'est le transfert de charge entre ce métal-ligand. Et ça, c'est ce que vous allez voir le cours suivant. D'où avec ce, je terminerai sur le cours d'aujourd'hui, dans lequel je vais vous donner beaucoup de notions, une fois de plus fondamentales, appliquées, expérimentales sur ces matériaux. Et je voudrais maintenant introduire notre invité, qui est Alain Demourg, et qui également, vous allez voir, est un expert de la chimie du solide, et qui va, je crois, encore accentuer ce que je vous ai raconté sur tout ce qui est transfert de charge et tout ce qui est le mix redox ionique, avec un vocabulaire plus éloquent, puisqu'il va parler de la sociologie des atomes. D'où, je ne sais pas quelle va être sa sociologie, mais enfin, on va voir. Alain, bienvenue.